Imhotep, chère conscience, je te parle du chien du voyant sorcier. Il s'agit d'une histoire mythologique, mythique, initiatique racontée souvent dans les couvents et je vais t'en parler parce qu'il y a derrière un savoir ancestral redoutable à garder. Il s'agit d'un sorcier qui vivait dans le village de Nasukere. Le sorcier avait pour nom Matako et avait toujours un chien appelé Gesuka. Matako était recherché pour son pouvoir de vision, de voyance et de traitement des personnes dans le village de Nasukere. Mais chose étrange, il était toujours en compagnie d'un chien. Un chien tout noir, aux yeux flamboyants, aux yeux enflammés. Et que ce soit au marché, que ce soit dans les activités quotidiennes, on voyait toujours Matako avec son chien Gezuka. Et d'ailleurs, des fois, il lui lançait des mots codés que seuls les deux comprenaient. Et lorsque les gens venaient à Matako pour consultation dans sa case toute funeste, on voyait toujours Matako à l'arrière-case avec une pipe et donnant des instructions à Gezuka, son chien tout noir. On remarquait également dans le village de Nasukere qu'à chaque fois que Matako avait un problème avec une personne, la personne décédait 3 jours après et ceci après avoir eu un rêve dans lequel la personne, la victime, remarquait simplement un animal le dévorer. Jusqu'au jour où, une nuit de pleine pluie, on apprit que Matako fut dévoré dans son sommeil par son propre chien, Gezuka. Et c'est depuis ce jour que dans le village de Nasukere, on a su que Matako n'avait pas un don de voyance ni un don de vision, mais avait surtout emprunté ce don du chien Gezuka, parce que le chien avait ce pouvoir. Et donc, les personnes qui s'amusaient dans le village de Nasukere à être des apprentis voyants finissaient comme Matako. Alors, voici rapidement ce mythe, cette histoire racontée, histoire initiatique. Et nos anciens, les patriarches, disent que cela cache la force de la vision du chien dans l'invisible. Le chien est un animal mystique, est un animal sacré, est un animal mythique parce qu'ayant une vision dans l'invisible. Et d'ailleurs, les anciens également disaient qu'on ne forçait pas un don de vision parce que certains utilisaient un élément précis du chien pour avoir une vision et les conséquences étaient dramatiques. La vision, la voyance est une vocation et est un don naturel. Alors, parlons du chien, les anciens avaient toujours pour habitude d'avoir un chien dans les activités champêtres au champ ou lorsqu'ils allaient dans des rencontres publiques où ils redoutaient des adversités mystiques. Et donc, il y avait le chien à côté, à l'arrière ou devant le propriétaire, le maître du chien. Toujours dans les maisons, les concessions, dans nos traditions, les anciens ont toujours prôné la présence du chien simplement parce que le chien prend les coups, les attaques invisibles à votre place. Vous devrez savoir que le chien non seulement voit dans l'invisible les entités, mais le chien attaque. Par exemple, lorsque vous avez un chien à la maison et que vous l'entendez aboyer, toute la nuit le chien ne fait qu'aboyer, les anciens disent ne sortez pas. Parce que le chien ayant une vision invisible a vu des entités, a vu des esprits
qui peuvent être programmés pour créer une mort dans la maison. Et le chien, étant là, va faire quoi? Voir et lutter. Et parfois, c'est le chien qui trépasse. Et trépassant, le chien prend avec lui la mort programmée pour un membre de la famille. Ça peut être le propriétaire, ça peut être d'autres membres de la famille. Vous devrez savoir que le nom que vous donnez à un chien prédétermine sa mission. C'est pour cela que nos ancêtres ne donnaient pas un nom au hasard. Vous devrez sonder l'invisible avant de donner un nom au chien. Vous devrez savoir que lorsque vous donnez des noms arbitraires, le chien pourra facilement rentrer en complicité avec les esprits maléfiques, malins, envoyés peut-être dans l'entourage, dans le périmètre du quartier, contre vous, parce que le chien, l'animal en général, est dans le monde astral. Dans le cas où le chien a pris la mort programmée dans la maison, ce chien a fait ce qu'on appelle un sacrifice volontaire. Et c'est sa mission, parce qu'il l'a fait consciemment, parce qu'il est conscient de sa mission. Vous devrez savoir qu'il y a une hiérarchie lorsqu'on parle des règnes. Et je vais vous le montrer. Le règne minéral est au service du règne végétal. Le règne végétal est au service du règne animal. Le règne animal est au service du règne humain. Et cela ne s'arrête pas là, parce que le règne humain lui-même est au service du règne para-humain, qui englobe les ancêtres. Et le règne para-humain est lui-même au service des divinités qui elles-mêmes sont au service de la nature d'Amon. Et donc ce chien, par exemple, qui s'est sacrifié volontairement, après la mort de la maison, une mort programmée, est conscient de sa mission. Parce que l'animal a deux missions. La première mission, c'est de permettre au corps humain d'être substanté, mais pas tous les animaux. Prenez Lévitique 11, de 1 à 47. Permettez. Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et donc, du verset 1 à 47, vous avez toute une litanie qui vous parle des animaux à consommer et des animaux à ne jamais consommer. On vous parle également des animaux qui sont dans l'eau. Mais ici, revenons à notre sujet. Le chien qui prend le coup, la mort programmée, a fait un sacrifice dont il est conscient. Parce que le règne animal est au service du règne humain. Et la première mission, c'est de vous permettre de vous substanter. Lorsque vous tuez un animal, pour vous substanter, vous lui permettez de revenir au même niveau, c'est-à-dire, il s'incarne en tant qu'animal. Mais à une condition, si vous versez son sang dans la terre, si vous séparez correctement le sang du corps, parce que le sang renvoie véritablement à ce qui va permettre l'incarnation. Et donc, lorsqu'on vous parle de cachère, de halal, c'est justement cela, la vérité est là. Et donc, la deuxième mission et surtout la plus importante du règne animal, c'est de sauvegarder la race humaine étant au service des humains. Et donc, lorsque l'animal fait service utile en sauvant une vie, l'animal quitte le règne animal parce que c'est sa mission et va maintenant au règne humain. Le chien qui est décédé dans la maison n'est plus en réalité dans le règne animal. C'est pour cela qu'il faut l'enterrer avec un statut particulier et un rituel particulier. Et donc, lorsque vous avez un problème dans les traditions africaines et qu'on vous fait une consultation, par exemple, dans les contrées initiatiques endogènes, et qu'on vous dit qu'il faudra, pour sauver votre vie, faire un sacrifice animal, c'est de la vérité. C'est de l'expérience véritable. Mais sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est avec l'accord de l'animal. Parce que l'animal doit donner son accord. Dans certaines traditions, l'animal doit pisser
vous devez voir le pipi de l'animal. Il y a d'autres signes, il y a des codes qui vont avec avant qu'on ne passe au sacrifice. Parce que l'animal doit être conscient de ce que c'est sa mission qu'il joue. C'est son rôle. Et donc, dès que l'animal est conscient de cela, l'animal passe au règne humain. Vous devrez donc savoir qu'un sacrifice animal ne se fait pas par hasard, ne se fait pas n'importe comment, se fait dans des situations dramatiques. Mais ça se fait. Et cela permet à l'animal d'évoluer. Au moins lui, l'animal qui a pris la mort dans la maison, a connu sa mission. Mais vous qui êtes dans le règne humain, votre mission, c'est que vous êtes au service du règne ancestral. Mais combien arrivent à se connecter aux ancêtres? Je reviens maintenant pour vous parler donc du statut de ce chien qui passe de facto au règne humain. Vous devrez enterrer ce chien à partir d'un rituel spécifique qui fait partie de la grande catégorie des rituels de coupure du lien énergétique. Et ce chien doit être enterré à l'entrée de la maison, devant le portail. Ou si ce n'est pas votre domicile, dans un jardin, mais face à l'est. Car ce chien, lorsque vous maîtrisez le rituel, les étapes du rituel de coupure du lien énergétique, à partir d'autres éléments, va vous servir dans l'invisible pour vous protéger. Il est mort pour vous, mais va continuer par protéger la maison. Je vais d'ailleurs parler de cette grande catégorie de rituels et de ces étapes, parce que pour qu'un rituel soit efficace, c'est l'étape ou les étapes qui rendent efficace le rituel. Je parlerai de la grande catégorie des rituels de coupure du lien énergétique dans la magitation pleine lune du 22 du mois juin, 6e mensualité de 2024. Et vous devrez savoir que dans cette catégorie coupure du lien énergétique, on coupe les liens avec un animal avec lequel on était attaché, mais attention, correctement. On coupe le lien énergétique également d'une personne avec qui on était attaché, mais attention, correctement, pour que lui, de l'autre côté, à partir de sa conscience, soit dans votre protection. Mais on peut couper également le lien énergétique des anciennes relations. Sinon, vous allez créer le désordre, le déséquilibre dans votre vie. Et tout cela, nous allons en parler lors de la magitation du 22 de ce mois. Otepamon, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si cela vous a été utile. Sachez que nous sommes véritablement à l'heure des ancêtres. Et plus vous ferez œuvre utile dans l'authentique voie ancestrale, vous obtiendrez les mannes des ancêtres. À très vite, chère conscience.